Allez-y, D'accord, bonsoir. Donc la thématique qu'on va essayer d'aborder ensemble a été intitulée Adolescents, enfants, recherche, repères désespérément. Bon, ça marche une fois sur deux, c'est super. Il y a du scotch. C'est bon là? Bon, on va s'attacher. Donc, on va essayer de réfléchir tout d'abord sur l'univers des repères. Qu'est-ce que ça veut dire que aujourd'hui nos enfants et nos adolescents recherchent des repères désespérément? Quel est l'enjeu? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cela? On repose un petit peu le cadre de ce qui structure l'enfant dans l'univers de la famille. Ce qui structure un enfant dans l'univers de la famille, c'est avant tout le fait qu'il voit qu'est-ce qu'un monde adulte et qu'il a au fond un certain nombre de points de repère. On sait que pour nous, avancer dans l'existence, de manière parfois juste géographique, on a besoin de points de repère. Sans point de repère, eh bien on est un peu perdu. On ne sait pas si on peut aller, s'il faut aller à droite, à gauche, devant, derrière. Un point de repère, c'est ce qui va nous permettre de nous positionner, et à partir de cela, de pouvoir effectuer un mouvement. Un point de repère, c'est aussi quelque chose qui nous rassure, parce que lorsque nous avons un point de repère, nous savons où nous sommes. Et donc, nous pouvons à ce moment-là être rassurés, parce que si je sais que je suis là, alors si j'ai besoin d'aller là, il faut que je prenne telle direction ou autre direction. L'univers de la famille est un univers dans lequel un enfant va très tôt avoir besoin de repères. Alors, ces repères, bien sûr, avant de rentrer dans l'univers de la place des parents au niveau des repères, ça commence tout d'abord au niveau de la structure familiale, dans la manière dont elle organise au fond son système. Une famille a besoin de rituels. Les rituels, ce sont des choses qui sont parfois extrêmement banales, très simples. Ce sont des horaires. Ce sont des horaires. L'horaire du coucher, l'horaire du lever, l'horaire du repas, la manière dont les choses s'organisent, la manière dont on va au lit, la manière dont on se réveille, la manière dont se passe Shabbat. Et tout cela, au fond, a un élément rassurant pour l'enfant. Il n'y a pas de bons ou de mauvais repères. Il n'y a pas de bons ou de mauvais rituels. Il y a des repères et des rituels. Et ceux-ci, donc, sont des éléments dont l'enfant a besoin pour se sentir rassuré. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, d'une famille dans laquelle eh bien, le père avait des horaires à géométrie variable. Et donc, de temps à autre, ce père avait envie de faire une surprise aux enfants ou à la famille en rentrant beaucoup plus tôt à la maison. Au lieu de rentrer à 18h, il allait rentrer de temps à autre à 16h, à 15h, à 17h. Et donc, bien sûr, il était persuadé qu'il faisait plaisir à tout le monde. Et qu'officiellement, on était très content de le voir arriver plus tôt. Et on n'était pas si content que ça. C'est-à-dire que les enfants, au bout d'un moment, ont marqué leur difficulté au fait que, justement, leur point de repère n'existait plus. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer lorsqu'ils rentraient à la maison. Papa sera là, papa ne sera pas là. À quelle heure va-t-il arriver? À quelle heure va-t-il repartir? Alors, bien sûr, dans la tête du père, c'était quelque chose de positif. A priori, pour lui, venir plus tôt à la maison, c'était quelque chose de bien. Je suis plutôt à la maison pour t'aider, être à tes côtés, faire les devoirs avec eux, que sais-je. Et bien, paradoxalement, c'est exactement l'effet contraire. Pourquoi? Parce qu'il est important pour un enfant d'avoir ses rituels et ses points de repère. Je sais que lorsque j'arrive, eh bien, pendant tout un temps, papa n'est pas là, et bien, au bout d'un moment, il arrive, j'ai plus ou moins une idée de la manière dont ça va se passer, et donc, l'enfant est dans un cadre rassurant. L'univers des rituels et des repères sont donc, l'univers des rituels et des repères, pardonnez-moi, ce sont des éléments qui sont nécessaires pour la structuration de l'enfant et pour le fait qu'il soit rassuré. Il est intéressant d'ailleurs de voir que dans le judaïsme, dans la Torah, l'univers des rituels, l'univers des repères est extrêmement présent. Il y a des horaires. Il y a, dans la relation au temps, des choses qui viennent de manière récurrente. L'enfant se prépare à certaines choses dont il connaît déjà par avance la saveur. Et ça ne le dérange pas du tout. Il n'a pas besoin que l'on invente chaque année une nouvelle table du Seder. Il n'a pas besoin que chaque année, Purim soit radicalement différent des Purim précédents. Il n'a pas besoin, chaque Shabbat, d'avoir des plats totalement différents.
il n'a pas besoin d'une ambiance différente le matin à la file à la synagogue. C'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose d'habituel. Au contraire, il sait que ça va arriver, il s'y prépare, et c'est quelque chose donc qui le rassure. Cette dimension-là, toute famille, quelle qu'elle soit, l'installe. Nous avons des rituels qui parfois sont objectivement toxiques, c'est-à-dire le rituel du journal télévisé. C'est un rituel, mais toxique, parce qu'en l'occurrence, ce rituel-là empêche la communication dans la famille. Mais c'est néanmoins un rituel. Et il a quand même rempli cette fonction-là. Il est toxique parce qu'il empêche l'univers des relations de se développer, mais c'est un rituel et il est porteur de sens. Maintenant, donc, sur ce point-là, je pense que dans toutes les familles, on a installé des rituels. Et si on ne les installe pas, on ne peut pas s'étonner que les enfants soient dans des états d'anxiété. Les enfants sont dans des états d'anxiété parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas quelle est la suite. Ils n'arrivent pas à se positionner à l'intérieur du cadre. Donc l'univers des rituels, c'est un premier point qui est un axe de repère pour les enfants. Maintenant, bien sûr, il va y avoir par la suite les autres types de repères qui ne sont pas des repères de type rituel, mais qui vont être des points de référence qui vont permettre aux enfants d'arriver à savoir comment ils vont, eux, se positionner dans l'existence. Donc, axe numéro 1, l'univers des rituels. Celui-ci est fondamental, il est fondateur, il est structurant, il est rassurant. Si vous ne les avez pas mis en place, mettez-les en place, ils sont extrêmement importants. Bien sûr, l'univers des rituels ne doit pas faire de nous des êtres psychorigides qui vont faire que le repas est à 19h15 et pas 19h14 ou 19h16. Il y a des deltas qui existent, mais néanmoins, il y a ce qu'on appellerait de grandes indications de tendance. C'est-à-dire, on sait que plus ou moins ça se passe comme ça. Et même si l'enfant lui-même sort du rituel, le rituel continue à exister. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand des enfants à un moment sortent de l'univers familial et retrouvent l'univers familial, ils ont besoin de ces rituels, ça les rassure, ils aiment cela. Même lorsqu'ils grandissent, ils se rappellent de ces moments très ritualisés qui étaient présents dans le cadre de la famille, même dans l'univers des vacances. Donc cela doit être mis en place. Et je pense que sur ce point-là, c'est pas très compliqué d'installer un système de rituel. Maintenant, il va y avoir l'univers des références. L'univers, donc, des repères. Alors bien sûr, si on était lacanien, on dirait que dans repères, il y a le mot père, c'est vrai, et certains en effet jouent avec cela, que dans l'univers des repères, il y a le mot père qui est présent, mais on ne va pas être obligé de se balader chez Lacan. Le repère, c'est au fond le parent qui va, à travers son positionnement, aider l'enfant à se positionner dans l'existence. Alors, comment se fait-il que les enfants, et plus particulièrement les adolescents, aujourd'hui se retrouvent dans un univers dans lequel ils recherchent des repères qu'ils ne trouvent pas? Au contraire, nous avons généralement l'habitude, en tant que parents, d'exprimer un certain nombre de règles. Et nous pensons que ces règles que nous fixons sont autant de repères. Or, si nous réfléchissons, la plupart du temps, les règles que l'on fixe, qui nous semblent être des points de repère pour l'enfant, sont avant tout des règles nécessaires pour que la famille vive en harmonie. C'est-à-dire que ce sont des règles techniques qui sont nécessaires pour que la structure familiale fonctionne. Des règles d'obéissance, des règles de fonctionnement à l'intérieur de la famille. Ceux-ci font partie de nouveau de l'univers des rituels. Un point de repère, c'est quelque chose qui est légèrement différent. C'est l'enfant comme l'adolescent a besoin de savoir quel est le positionnement parental sur un certain nombre d'éléments de vie qui ne sont pas nécessairement obligatoires par rapport à l'organisation de la famille. C'est-à-dire, le repère, c'est celui dont on sait qu'il a une pensée, qu'il a un regard, qu'il a une opinion, et c'est cela qui va nous permettre de servir de point d'accroche pour savoir comment moi, je me situe par rapport à cette parole parentale qui n'a pas été exprimée parce qu'il est nécessaire qu'elle soit dite dans le cadre familial, mais c'est tout simplement mon identité, c'est mon regard. Lorsque le parent n'exprime pas son point de vue,
lorsque le parent n'a pas une pensée, lorsque le parent n'est pas capable d'exprimer ce qu'il croit, l'enfant n'a pas de repère. Il y a fortiori l'adolescent qui a terriblement besoin d'avoir des points de repère qui vont lui permettre par la suite de construire sa vision sur l'existence. Le problème est de savoir comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'arrivions plus à poser des repères à nos enfants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos enfants vont chercher ces repères dans d'autres univers? C'est ça, au fond, la véritable question qui nous est posée. Alors, bien sûr, certaines personnes vont dire, nous avons quand même un certain nombre de points de vue sur un certain nombre de sujets, et nous les exprimons. Et la question que j'ai envie que l'on se pose, et que je me pose, comme vous devez vous la poser à vous-même, est de savoir, est-ce que cette vision que nous exprimons sur les choses est le fruit d'une démarche personnelle, ou c'est tout simplement une adhésion à un système et à une pensée qui nous convient, et que l'on restitue à l'enfant? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Quelle que soit la justesse et la dimension vraie du système auquel on a pu adhérer, l'enfant a besoin de voir dans le positionnement du parent l'expression de la pensée parentale et non pas juste un verbe du parent. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de savoir ce que mon père dit, ce que ma mère dit. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils pensent. Alors, leur pensée, à un moment, peut s'inscrire dans la même pensée qu'un univers et un système dans lequel ils sont, c'est fort possible, mais est-ce que c'est le fruit d'une démarche qui est la leur, ou c'est tout simplement une adhésion à un système dont il ne faut que transmettre à un moment les paroles qui peuvent être vraies, exactes, justes, belles, authentiques, sans aucun problème, mais ce n'est pas l'aboutissement de leur pensée. Or, je vous rappelle qu'au fond, un enfant comme un adolescent vont devoir à un moment faire leur choix et déterminer la manière dont ils ont envie de construire leur existence. C'est-à-dire, ils vont avoir besoin d'élaborer une pensée. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus confortable pour les parents d'avoir des enfants qui seront copier-coller. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus tranquille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas d'angoisse à se faire. Ils vont faire ce que l'on a toujours fait, ils vont penser comme nous, ils vont construire comme nous avons construit. Mazal Tov, ça nous rassure, tout va bien. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est l'équilibre de l'enfant qui s'est juste contenté de reproduire sans élaborer un choix. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on va voir dans le quotidien. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment ça va se jouer à l'intérieur de lui-même. C'est ça, au fond, un petit peu là, l'enjeu. Donc, l'enfant va élaborer une réflexion. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère que l'enfant, à un moment, va réfléchir, va dire, mais moi, qu'est-ce que je veux? Mais moi, qu'est-ce que j'attends? Mais moi, qu'est-ce que je désire? Mais pour moi, quels sont les fondamentaux? Parce qu'à partir du moment où vous avez fait le choix de ce qui est fondamental pour vous, à partir du moment où vous avez fait le choix de la direction que vous voulez prendre, à ce moment-là, d'abord, comme c'est le fruit d'une pensée, d'une réflexion, elle peut se confronter avec une autre réflexion, il peut y avoir véritablement échange, et surtout, on se l'approprie, et on la fait exister, et à ce moment-là, on s'y épanouit pleinement. Pardonnez-moi, je disais, ce soir, c'est... Comme disait l'autre dans la chanson, c'est l'hiver qui frappe à notre porte, mais là, il a frappé sur la gorge. Donc, et vous constaterez de manière très intéressante que les enfants qui ont eu une démarche personnelle, qui les a amenés à élaborer un choix, s'épanouissent pleinement dans les univers dans lesquels ils ont décidé de vivre. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une démarche. Vous constatez d'ailleurs que même les adolescents qui vont dans certains univers, mais que ce ne sont pas des choix d'aller dans ces univers, mais leurs choix, ce sont plus des choix de rupture, ne s'épanouissent pas dans ces univers. Parce que souvent les adolescents qui quittent un univers pour aller dans un autre, ce n'est pas le choix d'adhérer à un nouveau système, mais c'est beaucoup plus le refus d'être dans un univers dans lequel ils ne se sont pas retrouvés. Donc comme là où ils sont, ce n'est pas l'expression d'un choix, vous ne les trouverez jamais épanouis. Ils sont là, ils font semblant d'être contents parce qu'on kiffe la vie,
Mais au fond, quand vous lui regardez les yeux dans les yeux, tu dis t'es heureux, mon frère. T'es heureux. C'est bon. Tu parles. Tu parles. C'est pas vrai. Non pas parce que tu ne peux pas être heureux dans ce système, c'est parce que c'est pas le fruit d'une démarche et d'un choix. C'est un refus d'autre chose. Et vous constatez de la même manière qu'un adolescent qui est dans un système qui est un copier-coller, il va bien, il est content, il est souriant, tout va bien. Mais est-ce qu'il y est à fond? Non, il se contente d'y être. D'y être de manière sympathique, agréable, tout le monde est content, ça rassure. Mais il ne met pas toutes ses énergies. Il n'y est pas à fond. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'expression d'un choix qu'il a élaboré. Et ce choix, c'est le fruit d'une réflexion. Et une réflexion, c'est au fond ce que j'apprends à mettre en place lorsque justement celui qui est censé être mon repère, c'est-à-dire mon père et ma mère, eux-mêmes, dans leur vie, ont élaboré leurs propres choix, et c'est à travers les choix qu'ils ont élaborés qu'ils se situent là où ils se trouvent. Et que ce qu'ils font, les directions qu'ils prennent, les choix qu'ils mettent en place, eh bien, sont généralement le fruit d'une réflexion qui leur appartient. Donc, le point de repère, ce n'est pas tant la pensée parentale, mais c'est avant tout ce qui a permis à cette pensée d'émerger, c'est-à-dire une démarche de réflexion. Une démarche dans laquelle on se rend compte qu'il y a un moment un désir de penser, de réfléchir, de se confronter et d'aboutir à quelque chose. De quoi cherchent les enfants? Ceux qui justement ont fonctionné de cette manière. Vous savez qu'à un moment, le communisme et l'autisme en tout genre ont fleuri dans l'univers et que beaucoup de juifs ont adhéré à cela. Pourquoi? Eh bien parce que c'était un système qui était le fruit d'une réflexion. Alors c'est vrai que l'idée que j'ai, elle est peut-être un peu non classique, parce que généralement on préfère beaucoup plus voir ça. À un moment ils n'ont plus voulu faire la Torah, ils ont été attirés par... Pardonnez-moi, mais le communisme, c'est pas super attirant, hein, au tout début de l'histoire. Donc qu'est-ce qui s'est joué? J'ai l'impression, c'est une pensée sur laquelle on peut discuter, mais j'ai l'impression qu'au fond ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont eu face à eux des individus qui ont élaboré une réflexion et qui ont fait un choix, et donc qui ont été pour eux référence. Alors que les systèmes dans lesquels ils vivaient se contentaient d'entretenir ce qui avait toujours été fait, et ne voyaient pas en quoi il y avait une démarche de pensée autonome de la part de ceux qui les entouraient pour pouvoir se positionner dans l'univers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au fond, on a une chance extraordinaire. C'est que même si on est tombé dans la marmite quand on était petit, même si pour nous le choix de l'adhésion à Torah et Mitzvot n'est pas un problème parce que ça fait partie d'un way of life, d'un vécu, nous avons quand même des choix permanents à faire sur la manière dont on se positionne par rapport à tout ce qui se trouve autour de nous, sur la manière dont on va décider de fonctionner dans notre quotidien en dehors des rituels familiaux. Et ça, les enfants ont besoin de voir que même si nous aboutissons aux mêmes conclusions qu'un système, mais c'est nous avons abouti à certaines conclusions à travers une démarche de réflexion qui nous amène en effet à fonctionner de telle et telle manière. Mais c'est l'aboutissement d'une démarche, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Il faut être capable de se poser la question, mais au fond, pourquoi aujourd'hui je fais ça? Pourquoi aujourd'hui je me refuse de faire ça? Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de prendre un axe dans cette direction et pas dans cette direction? Et réaliser qu'il y a eu tout un processus qui s'est mis en place et qui m'a fait aboutir à des conclusions qui peuvent, je réinsiste, s'inscrire de la même manière à l'intérieur, de la même manière que le système dans lequel je vis. Mais je n'ai pas copié-collé, je n'ai pas fait l'abandon de ma possibilité de réflexion, je l'ai mise en place, je l'ai élaboré, je l'ai structuré. Ça, c'est donc le premier repère. Et en effet, nos enfants et nos adolescents cherchent repère désespérément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins dans l'univers des parents une démarche dans laquelle on se laisse cette liberté, cette autonomie de pensée. On voit de moins en moins dans l'univers des parents le désir d'être dans une réflexion qui, même si elle s'élabore à partir d'un savoir que l'on nous transmet, va être quand même notre propre réflexion. Vous savez que depuis qu'a commencé depuis un certain temps ces réunions régulières, qui à mon avis ont plus de succès le mercredi que le jeudi, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de ne quasiment jamais donner de recettes. Et quand j'ai donné des recettes, je l'ai dit.
Pourquoi? Non pas parce que j'ai pas envie de vous faciliter le travail, mais parce que si on se contente d'appliquer à la maison quelque chose qu'on a entendu au cours de l'EMEL, eh bien l'enfant au fond se rend compte qu'on n'est toujours pas point de repère. Il y a un gars, il s'appelle l'EMEL, il vient, il dit des choses, les parents disent tiens c'est pas mal, ben tiens, copier-coller. C'est ça au fond. Je vous l'avais jamais dit, maintenant je vous le dis ce soir. Parce que sinon on n'a rien gagné. Alors c'est vrai qu'au niveau de la technique, on va faire certaines choses. Mais quelque part, mon père et ma mère, ils pensent, ils réfléchissent. Alors ils entendent, ils réfléchissent et ils valident, ou pas. Mais c'est à vous de valider. C'est pas parce que je le dis que c'est valide. C'est à vous de valider. C'est à vous de vous poser la question, mais est-ce qu'au fond, ce que vous entendez, je suis d'accord? Et si je suis d'accord, pourquoi je suis d'accord? Il est vrai que je n'aurais peut-être pas pensé avant, parce que tout simplement, pour mille et une raisons, il n'y a pas pensé, mais tiens, ça a enclenché chez moi. Ou alors je ne suis pas totalement d'accord, et c'est fort bien. Et donc c'est la raison pour laquelle mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que ça remet en cause mon système, parce que tout simplement, ça m'oblige à repenser les choses, j'en sais rien. Mais là-dedans, voilà, et c'est ça un repère. C'est ça un repère pour un enfant et un adolescent. D'ailleurs, dans le monde de l'étude, les vrais repères sont ceux qui ont une pensée, entre guillemets, originale. Et qui dit originale, c'est pas une pensée de n'importe quoi. Hein. Une pensée originale peut être très classique, mais l'original dans le sens où elle est le fruit, et on perçoit qu'elle est le fruit de quelque chose dans lequel quelqu'un s'est remis au texte, il a dit, allez, j'ai rien entendu sur ce texte, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, ça, c'est une référence. Ça, c'est un repère. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas la génialité du propos qui nous intéresse, mais de savoir au fond si ce propos a été élaboré à travers ce qui constitue l'essence même de l'être, c'est-à-dire une pensée, une réflexion, et son intelligence, et surtout, quelle est l'expression de sa génialité. Et là, on va arriver sur un second point. Repère va être aussi un moment, ce qui va permettre à l'enfant de se donner la liberté à lui aussi, comme on l'a vu, de penser, mais aussi d'être à l'écoute et à la découverte de sa propre génialité. Et je crois que, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est épanoui et va réussir véritablement sa vie? C'est qu'il n'a pas peur à un moment d'accepter qu'il a une génialité, que celle-ci va devoir l'exprimer dans l'univers. Sa génialité, c'est sa manière différente de voir les choses, sa manière différente de les vivre, et cette génialité-là, c'est au fond l'expression de sa spécificité qui, lorsqu'elle se réalise dans le monde du concret, est à l'origine de son bonheur. Parce que nous avons souvent vu ensemble que le bonheur, c'est lorsqu'il y a résonance parfaite entre mon monde des possibles et la réalisation de ceci. Lorsqu'en effet, notre génialité arrive à s'exprimer, lorsqu'elle arrive à exister dans le monde du concret, à ce moment-là, il y a joie, à ce moment-là, il y a bonheur. Pourquoi? Parce qu'on touche l'essence même de ce que nous sommes et on le fait exister. Et ça, c'est l'univers du repère. Ce repère-là, qui est nous le parent, qui exprime à un moment, l'élaboration d'une pensée qui lui est autonome, qui même si elle rentre après dans l'univers classique, c'est pas un problème. Donc c'est réapproprier les choses. Ou alors, plus encore, qui va s'exprimer à un moment de manière géniale, et la génialité, c'est pas le truc qui nous dépasse complètement, il y a une touche particulière, c'est ça au fond. La génialité, votre génialité, elle s'exprime quand tout simplement vous allez surprendre les enfants et vous allez prendre une guitare et jouer de la guitare pour chanter Maustour, que sais-je. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, ça c'est ce que je veux faire vivre de particulier de moi. C'est pas nécessairement une pensée permanente, non, c'est une manière qui vous appartient, qui est unique. D'ailleurs, ils n'ont jamais vu quelqu'un d'autre le faire, et c'est pas marqué qu'on le fait, c'est pas marqué qu'on le fait pas. Et puis vous avez ressenti que vous vouliez exprimer quelque chose de particulier. C'est le fait qu'on décide de danser autour de la table. Que sais-je? C'est ça la génialité. C'est pas nécessairement un truc super... non. La génialité, c'est décider à un moment de faire quelque chose qui est nous. Qui est nous. C'est nous.
C'est décidé pour une maman de dire à sa fille, tiens, mais tu vois, ce Shabbat, c'est toi qui fais la dafina. Pas parce qu'elle a envie de s'en débarrasser. C'est ça le seul truc. Pourquoi? Parce que c'est une génialité, parce qu'il faut une force, parce qu'il faut cette capacité de donner à l'autre cette liberté d'intervenir. Voilà, ça c'est un point de repère. En s'empêchant d'exprimer notre particularité, on n'apprend pas à l'enfant à l'exprimer lui aussi, et donc ce point de repère, eh bien, malheureusement, ne sera pas présent. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'enfant sera en mode échec, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'enfant ne se construira pas et n'aura pas une vie plus ou moins épanouie. Mais est-ce qu'il exprimera véritablement tout ce qu'il aurait pu exprimer? Est-ce qu'il arrivera véritablement à être dans ce sentiment de bonheur parce qu'il sera en résonance avec tout ce qu'il pouvait être, il le fera vivre, il le fera exister? Est-ce qu'au fond il sera papillon ou chrysalide? La chrysalide a une vie, mais elle n'est pas papillon. Mais elle a une vie, mais elle n'est pas le papillon. Il y a quelque chose qui n'a pas pu sortir. Mais dans l'univers des chrysalides, eh bien, on voit de temps en temps des papillons, on pense que le papillon, c'est une forme différente. Non, c'est la continuité normale de la chrysalide. C'est la suite. Mais quand il n'y en a pas trop, alors on pense qu'au fond, c'est une autre variété. C'est des trucs qui existent. Mais voilà, sans plus. Ça, c'est l'univers des repères dans un premier axe. Il va y avoir maintenant, bien sûr, un autre axe au niveau des points de repère. Ça va être, de manière beaucoup plus concrète, dans le domaine de l'éducation. Et là, on va revenir sur des lieux communs un petit peu, mais c'est pas grave, de temps en temps, ça fait pas mal de les redire à nouveau. Ça va être point de repère sur ce qu'est un homme, avec un grand H. Pas l'homme au masculin. C'est quoi l'homme? C'est quoi un Adam? Adam, Athènes. Vous êtes appelé Adam. Voilà un très long développement absolument magnifique. Et je conseille à toutes celles, parce que c'est un livre qui ouvre à tout le monde, il y a tous ceux qui veulent d'aller explorer un petit peu les premiers textes. Il y a les choses dans Perek Bet qui décrivent de manière extraordinaire c'est quoi le Adam par excellence. Mais l'enfant, il ne sait pas c'est quoi Adam. Donc il a besoin d'un repère. C'est quoi un comportement adéquat? Je vous donne l'exemple qui vient de m'arriver. C'est dans le train. Je m'accompagnais. Puis on n'avait pas les mêmes réservations, donc on n'était pas assis côte à côte. Puis donc il y avait une place, et puis on ne peut plus là ma place, donc on a demandé à l'un ou à l'autre des personnes qui étaient à côté de nous d'avoir la gentillesse de se déplacer. Alors je sais dire les choses poliment, j'ai appris. Ma mère m'a appris à parler poliment. Donc on a parlé très poliment, demandant si ça les dérangeait pas trop, vu que... Et nous avons eu face à l'un et à l'autre, une jeune fille sympathique, et un monsieur bien comme il faut, un refus catégorique. Trop bien. Et ce qui est bien, c'est que s'ils avaient leurs enfants à côté, c'est un repère. Au moins, j'avais envie de leur dire, c'est génial. Vous êtes un repère. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un deuxième problème. Un repère, c'est quelqu'un qui, dans une situation de vie, dans un mouvement de vie, indique comment, d'après lui, un homme fonctionne. Et ces personnes considèrent qu'un être humain, dans la mesure où quelque chose le dérange, eh bien, même si ça peut rendre service à l'autre, puisque lui, si ça le dérange, ce qui passe en premier, c'est lui et pas l'autre. C'est une vision. Et là, il faut croire que ça les dérange énormément. Parce qu'être assis de la place 61 à la place 65, c'est énorme, quoi, vous imaginez. Voilà. Au moins, c'est clair. En plus, l'argument du monsieur était génial. Il a dit, on comprenait, je veux travailler sur mon ordinateur. J'ai pas compris le rapport. Là, j'ai bien réfléchi après. Enfin, pas trop, comme faut pas perdre de temps. J'ai compris, j'ai regardé s'il y avait un truc wifi au-dessus de sa tête, je sais pas, non, bon, je sais pas. Donc concrètement, il n'a pas travaillé, mais bon, c'est un deuxième problème. Mais c'est un point de repère. C'est que dans la vie, on ment, on donne un argument qui n'est pas un argument vis-à-vis de quelqu'un, et puis c'est très bien comme ça. C'est un point de repère. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Un deuxième problème. Et il est évident que nos enfants cherchent des repères désespérément. Et axe numéro 1, comme on l'a vu, est-ce qu'on est véritablement? Mais par ailleurs, de toute façon, nous sommes sur un autre niveau des points de repère. Et c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on l'est.
Et que comme on l'est, alors on est en train d'inscrire chez l'enfant les définitions de c'est quoi un homme, de c'est quoi un comportement dans la vie, comment au fond on doit réagir et gérer les situations d'existence. Parce que je vous rappelle qu'un enfant ne se retrouvera jamais dans les mêmes situations, mais dans le même principe de situation, il se retrouvera, c'est sûr. Et je vous donne un exemple très simple, c'est un exemple que je crois que j'avais donné lors du tout premier cours. Il me semble que c'est un exemple que j'avais donné lors du tout premier cours, lorsqu'on avait évoqué l'univers des rapports de force. Vous avez donné cet exemple que j'affectionne particulièrement, qui est celui du parent qui est dans sa voiture et qui à un moment veut prendre une place de voiture, et puis il y a quelqu'un qui veut la lui prendre, et puis lui il sort de sa voiture, il commence à l'insulter, à lui crier dessus, à lui faire très peur, et l'autre a très peur, il se lève et il s'en va. Le père est très fier de lui. C'est un point de repère. Comment dans la vie, pour obtenir une chose, jusqu'à où on peut aller? C'est-à-dire que dans la vie, si tu es plus fort que l'autre, n'hésite pas à casser la figure et ça marche. C'est ça le problème. C'est que là, on est point de repère. C'est-à-dire qu'on a montré dans une situation comment est-ce qu'on doit fonctionner. Alors bien sûr, le gosse il a 6 ans, ou l'adolescent il a 15 ans. À 6 ans, c'est sûr qu'il ne conduit pas, à 15 ans il conduit peut-être déjà en cachette. Mais ce qui est sûr, c'est que dans quelques années, il sera dans la même situation. On se dit, c'est pas grave. D'ici là, il y aura des parkings souterrains pour tout le monde. Soit. Mais dans la vie, il va reprendre le concept, il va le retraduire dans son univers. Dans la relation avec ses frères et sœurs, dans la relation avec ses parents. C'est-à-dire que quand il va dire, mais si c'est comme ça, je ne travaille pas, et tant pis pour vous, il est dans la même position que le père qui dit, si c'est comme ça, je te casse la figure. C'est-à-dire que je sais que tu as peur, et donc je vais obtenir ce que je veux. Mais là aussi, tu as peur que je ne travaille pas, donc je vais obtenir ce que je veux. Mazal tov. Là, on est point de repère. Pourquoi? Parce que l'enfant considère que puisque c'est nous qui agissons de cette manière, alors a priori, c'est que c'est comme ça que ça doit être. Donc, on se retrouve, comme vous l'avez vu, dans quelque chose d'un petit peu surprenant, où d'un côté, en tant qu'adulte, nous sommes ces points de repère sur la manière dont un homme doit fonctionner dans l'univers, dans la manière dont une femme doit fonctionner dans l'univers, et par ailleurs, on n'est pas du tout point de repère par rapport à ce qu'on devrait être. Donc il recherche des repères désespérément, comme on l'a vu dans le premier point, mais par ailleurs, il a quand même besoin de savoir comment dans la vie on fonctionne, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi un mode de fonctionnement, comment il faut réagir, comment il faut gérer telle et telle situation de vie, parce qu'il ne sait pas lui. Il ne sait pas. Donc il va rentrer dans un modèle comparatif à travers des manières dont il nous a vu gérer un certain nombre d'autres situations. Et donc il va restituer la même chose. Et c'est la fameuse Gemara dans Souka, qui est très connue, qui n'est pas à prendre au pied, bien sûr qu'elle doit être prise au pied de la lettre, mais faire attention à sa traduction dans le monde du réel. La Gemara nous dit que il y avait, vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait ce que l'on appelle des tabarot. Alors, il y a Kavdalot Mishmarot Kohana, c'est-à-dire il y a 24 groupes de Kohanim, et ces groupes de Kohanim qui officiaient de manière régulière dans le temps de Jérusalem avaient chacun leurs étagères, on va dire. Ils avaient leur coin de rangement dans le Beth Amikdash, et ils avaient donc leurs tabaot, leurs anneaux, enfin tout ce qu'il fallait. Et il y avait, c'est la Mishnah dans Souka, la Gemara le développe, on nous dit qu'il y avait une famille de Kohanim qui s'appelait Bilga, d'accord, qui eux, on leur avait fermé leur truc de rangement. Ils étaient obligés de se débrouiller autrement. Pourquoi il y a eu une forme ici de sanction par rapport à un groupe? Parce qu'il y a eu un jour une jeune femme qui s'appelait Myriam. Myriam est venue, cette jeune femme, est venue à frapper sur le misbéach et a dit Lukus, Lukus, Anata yatem chale mamanam shel Israël venatam Hashem be'et Sarah. Lukus, Lukus, espèce de loup. Anata, jusqu'à quand tu absorbes l'argent du peuple d'Israël qui amène des corbanotes et des sacrifices sur le misbéach et tu ne les sauves pas au moment de leur souffrance. Ok. C'est peut-être pas comme ça qu'on parle, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait. Mais la Gemara dit, mais c'est peut-être, on va dire, c'est injuste, c'est pas juste. Attendez, il y en a une qui a craqué, et c'est pour autant que tu fais ça pour tout le chevet. La Gemara a dit non, c'est évident que si cette femme fonctionne comme ça, c'est qu'elle a vu le principe dans son univers. Mais elle n'a jamais vu quelqu'un qui se levait qui dit loukous, loukous. Mais elle a dû entendre et vivre dans un univers dans lequel, à un moment, on fait les choses
mais on est en révolte, et quelque part, elle n'a fait qu'exprimer quelque chose qu'elle a vu et qu'elle a ressenti à l'intérieur de son système. Et il est sûr que là, sur ce point-là, ça va se restituer surtout dans l'univers des midotes. C'est-à-dire que l'univers des midotes va être véritablement pour nous révélateur de ces références que nous sommes, ces points de repère que nous avons été par rapport à nos enfants. La relation à l'univers du permis et de l'interdit n'est pas liée à cela. Pourquoi? Parce que le problème du permis et de l'interdit, c'est le problème de la gestion de ses pulsions et de ses désirs. Et ça, les pulsions ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les désirs ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et ça, ce sont des batailles totalement personnelles. Par contre, une manière d'être au quotidien dans la relation à l'autre, ça c'est quelque chose que l'enfant a eu et a vu, et nous sommes en effet ses points de repère. Et c'est très intéressant, vous savez, je me rappelle de l'histoire, c'est une histoire vraie, famille de rabbinim dans laquelle malheureusement certains enfants au niveau mental étaient très borderline, et un de ces enfants était en hôpital psychiatrique. Un garçon suprêmement intelligent, d'une intelligence rare, mais complètement ailleurs. Et ceux qui allaient lui rendre visite s'entendaient généralement dire par le personnel soignant, il n'est pas comme les autres. En étant complètement dans sa folie, il avait une noblesse, une élégance, un raffinement, une manière d'être. Il était complètement fou, mais il était poli. Il y avait toutes sortes d'attitudes qui révélaient une grandeur au niveau de son comportement humain dans le rapport à l'autre, parce que c'était là-dedans où il avait grandi. Il avait vu ce mode de fonctionnement. À un moment, son esprit a déraillé. À un moment, c'est parti complètement ailleurs. Mais cette dimension-là, ces points de référence, n'ont pas bougé. Ces points de référence, ces repères, il les avait vus enfant. Il avait vu comment on fonctionne dans l'autre, comment on parle, comment on dit et comment on ne dit pas, comment on s'exprime, comment on ne s'exprime pas, comment on mange, comment on ne mange pas. Et ces dimensions-là n'étaient pas juste des règles de comportement technique, mais c'était ce qui était l'identité profonde parentale, qui était donc ces points de repère. Et c'est vrai que, à ce niveau-là, lorsque l'on voit parfois nos enfants avoir des comportements dans la relation à l'autre qui peuvent être extrêmement surprenants, posons-nous la question de savoir au niveau du concept où est-ce qu'ils ont vu ça dans l'univers familial. Et ça risque de pas être inintéressant, ça peut même être bouleversant, mais à la limite, ça peut nous proposer à nous aussi d'avoir un mouvement de transformation de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, on voit certaines formes de violence parfois. Alors, je ne parle pas d'enfants qui font sa petite crise, ils en ont tous fait. Je ne parle pas d'enfant qui dit, je ne veux pas prêter, normal, la fourmi n'est pas prêteuse. D'accord, ça c'est, je parle de choses qui sont au-delà juste du ponctuel, du one-shot, du moment où il en a eu marre, ou du moment. Et puis vous voyez après comment il le vit. C'est des enfants qui ont parfois des comportements pas beaux. Vous voyez après comment ils ont honte. Ils se sentent pas bien. Ils sont là, mais vous sentez que, au fond d'eux-mêmes, ils imitent, quoi. Ils essayent de faire un truc, mais c'est pas eux. Et d'autres, mais alors, détente. Et c'est comme, il y en a qui disent, ah non, c'est ma place. Mais après, vous voyez, il est pas bien. Il a joué au, comment dire un peu vulgairement, mec, quoi. Mais, c'est pas lui. Il a jamais vu ça. Maintenant, là, il a voulu faire. Il a pris une posture. Et puis, il y a celui qui est tranquille, quoi. Il est bien. C'est dans l'univers de la yeshiva ou d'ailleurs des garçons qui n'ont aucun problème à être dans le mépris de l'autre. Mais ils dorment très bien, hein. Ils se posent aucune question. Et d'autres qui vont avoir peut-être une fois ce genre d'attitude, mais on sent que c'est pas eux. Ils l'ont eu parce qu'ils l'ont vu d'autres et ils ont voulu se la jouer, ils ont voulu peut-être se venger, ils ont voulu s'imaginer que c'était comme ça qu'on était quelqu'un de bien, ou ils se sont dit si je le fais pas, je vais me faire avoir, que sais-je. Mais c'est une réflexion, c'est un truc. C'est pas eux. Parce que tout simplement, leur modèle, parce que tout simplement leurs points de référence n'ont pas fonctionné de cette manière.
Ça n'a pas été quelque chose qui les habitait. Et ces points de repère-là, eh bien, malheureusement, nous le sommes. Et là, il y a deux axes. Rav Dessler développe de manière géniale une notion qui est fondatrice dans l'univers du Moussar, qui est ce que l'on appelle le concept de Regesh Moussari, c'est-à-dire ce que j'appellerais la sensibilité éthique. Rav Dessler dit que chaque être humain, lorsqu'il arrive dans l'univers, a ce que l'on appelle un Regesh Moussari, c'est-à-dire une sensibilité éthique, qui fait qu'il pressent et il sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose qui est imprégné à l'intérieur de l'être. Et notre problème à nous, c'est de préserver et d'amplifier ce Regesh Moussari et de faire en telle sorte que les univers dans lesquels nous sommes ne le détruisent pas. Certains enfants, pour des raisons que j'ignore, arrivent à préserver plus longtemps que d'autres ce Regesh Moussari, et très tôt s'empêchent de voir dans le modèle familial les points de repère, parce qu'ils les trouvent en rupture avec ce que leur sensibilité éthique leur dit de ce que doit être l'homme. Dans les meilleurs des cas, ils trouveront dans des univers parallèles d'un enseignant, d'un maître, que sais-je, ce qui va devenir pour eux leur point de référence, ce qui va devenir pour eux leur point de repère. Et dans ce cas-là, malheureusement souvent les parents font tout pour que ce point de repère que l'enfant a choisi, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut garder son parent en tant que point de repère parce qu'il rentre en pleine contradiction avec cette sensibilité éthique qu'il a préservée, eh bien les parents souvent font tout pour casser cela. Que voulez-vous? C'est dramatique. Et c'est pour cela que parfois certains enfants s'enfuient. C'est pour ça que parfois les enfants quittent et sont tellement heureux à l'extérieur, sont tellement heureux dans d'autres univers, parce que là-bas ils ont des points de repère. Là ils ont en effet ces points de repère qui ont un fonctionnement qui rentre en résonance avec leur sensibilité éthique qu'ils ont réussi à préserver. Le drame de notre génération, c'est que malheureusement les enfants perdent de plus en plus tôt cette sensibilité éthique qui fait partie de l'humain. Et donc, n'auront aucun problème à prendre ceux qui sont autour d'eux comme étant point de repère. Et si ceux-ci n'ont pas une vision claire et juste de ce que doit être l'homme dans son histoire, eh bien on en retrouve aujourd'hui les conséquences au quotidien. C'est ça au fond. Alors bien sûr, nous en tant que parents, on doit le savoir. Et on doit le savoir, et à partir du moment où on le sait, ça crée chez nous une exigence. Ça crée chez nous une exigence. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est que on est dans une histoire qui va se transmettre, qui ne va pas s'arrêter juste à l'enfant, qui va aller bien au-delà de ça. Et donc notre question, elle est, mais aujourd'hui, je suis, qu'on le veuille ou pas, sur un certain point, ce repère, en tant qu'adulte. Et cet enfant me voit en tant que tel, quelque part. Quelles sont les définitions que je lui donne du monde, des choses et de la manière d'être et de c'est quoi un homme, à travers mon comportement au quotidien? Quelles sont les définitions qu'il va par la suite, et pas juste dans le modèle relationnel entre maman et moi, mais dans ma manière à moi d'être et d'agir, dans mon mode de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir. Des jeunes adolescents qui, lorsqu'ils touchent à un moment, à des individus qui ont eux aussi cherché à préserver cette sensibilité éthique, comment ils sont happés par eux, comment ils les... Pourquoi? Mais parce que il y a l'écho, il y a cette résonance. Ils pressentent, ils savent. Ils savent. On est dans un dialogue d'âme ici. Et les parents sont là et ils râlent, ils ne sont pas contents, ils ne voient pas, etc. Mais pose-toi la question. Pourquoi c'est lui qui devient son point de repère?
Qu'est-ce qui fait que... Maintenant, on va switcher complètement. Parfois, les points de repère vont être des individus toxiques. Comment se fait-il? Comment se fait-il que parfois les points de repère deviennent des individus toxiques? C'est difficile. C'est pas normal. Surtout si nous-mêmes on a essayé d'eux. Et c'est là où je reviens au point de départ. C'est que comme ces points de repère que nous sommes ne sont pas le fruit d'une démarche qui nous appartient, mais on s'est juste contenté de faire un copier-coller du Why on Life, alors l'enfant n'y arrive pas. Parce qu'il se dit au fond, ça c'est juste un modèle copié d'un système. Et donc on peut être très, mais vraiment, il faut faire des recettes, et je vous aide, et Kolakavod, et Mazaltov, et on va être là. Tu pars. C'est pas toi ça, c'est l'ambiance. Il y a quelque chose de très factice parfois. Eh bien, ce sera ta chair. C'est quoi ces ambiances que tu me fais? Parce que tout le monde le fait. Donc l'enfant, à un moment, quelque part, il nous invalide. Il nous invalide. Et il suffit juste qu'il ait un tout petit peu perdu son Vegash Moussari, sa sensibilité éthique, et qu'à ce moment de sa vie, ce qui est plus présent, c'est sa colère ou ses désirs, et le point de repère, il est là, il est présent et il fonce. Et je vous assure que dans ce genre de cas, c'est très compliqué à récupérer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui un jour voudra parler à l'adolescent, il ressemble au père. Et a priori, il a les mêmes mots que le père. Qui me dit que lui n'est pas factice? Pourquoi je l'entendrai? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on veut aider des adolescents, dont les points de repère ne sont pas ceux que l'on aimerait, alors la meilleure manière, c'est d'être honnête. Et de leur montrer qu'au fond, eh bien, on n'est pas là en train de leur dire des belles paroles, mais qu'on comprend peut-être ce qu'ils sont en train de vivre. Et pas juste parce que ça se fait de le dire, mais c'est parce qu'au plus profond de nous-mêmes, c'est vrai. Quand on dit à un adolescent, mais tu crois que moi aussi, j'aurais pas aimé faire l'abruti? Tu crois que j'en avais pas envie? Et tu crois que de temps à autre aussi, ça ne me surprend pas de temps à autre un petit doserie, etc. Mais Ribono Shalolam, mais c'est vrai ou c'est faux? Ah, le grand sadique, non. C'est pas le grand sadique qui parle. À ce moment-là, on redevient un peu crédible. À ce moment-là, même si tu as les mêmes mots que l'autre, mais tes mots qui t'appartiennent, parce que c'est pas juste un copier-coller. Donc il peut peut-être éventuellement les entendre. Et ça, je peux vous dire que dans la réalité du terrain, c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. L'authenticité, c'est pas un modèle. C'est l'expression d'une réalité qui nous habite ou qui ne nous habite pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'obtient quand on prend des rendez-vous avec soi-même. Et c'est vrai que, regardez, il y a des modèles incroyables. Moi, je vois par exemple le Rav Grossman, Amigdala Emek. C'est de l'authenticité du bout des doigts de pied jusqu'aux cheveux qui sont sur sa tête. Tout est authentique. Son amour est authentique, sa compassion est authentique, ce qu'il exprime, c'est authentique. C'est l'humain dans sa plénitude. Pourquoi il y a des milliers de jeunes qui ont adhéré à cet homme? Incroyable! C'est de l'authenticité pure. C'est pas juste un discours sympa, c'est pas de l'ambiance, c'est pas qu'on rigole. Ce qui peut être très sympa aussi. C'est de l'authenticité absolue. Donc, il est devenu pour eux leur point de repère. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'adultes, on doit essayer de travailler. Les enfants ne supportent pas l'univers du factice. Et le jour où malheureusement ils le supportent, alors je vous assure, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais ça risque d'être très, très, très compliqué à récupérer. Très compliqué.
Et c'est encore plus compliqué au niveau des filles, dans le rapport aux mères. Parce que malheureusement, le système a dit aux mères qu'elles devaient faire nanani nanana. Bien sûr, là, alors elle reste là, alors elle ne bouge pas. Mais dis-moi, maman, t'aimerais pas remonter un peu plus les manches en été, raccourcir les jupes en des machins, et être en pantalon, entre toi et moi, là. Hein, en vélo en hiver, c'est quand même plus sympa à jeans, hein. Oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Même si on ne le dit pas, mais si on le pense, on est authentique. On est authentique. Et à partir de là, la parole, elle peut être entendue. On redevient point de repère. On n'a même pas besoin de le dire. On a juste besoin d'avoir ces rendez-vous avec soi-même. Et même si pour nous les choses sont claires, que même si ça aurait été sympa, c'est plus nous, et même pas en rêve, il n'est pas question, parce qu'on s'y voit même pas. Et que même si c'est 10 fois plus simple et 100 000 fois plus simple, mais c'est plus simple. Mais c'est plus agréable. C'est moins contraignant. Alors j'avais un discours, c'est pas vrai, je t'explique. Hein. C'est comme des gens qui vous expliquent que les autres sont très malheureux. Vous connaissez ce dessin de Sampé, une fois je vous en ai parlé dans un cours. Vous avez 2 planches. Sur une planche, vous avez Saint-Tropez au mois d'août. Et sur l'autre planche, vous avez un couple de Français franchouillards avec leurs 2 enfants et leur rucksack. Et les parents qui leur montrent l'autre planche sur laquelle Saint-Tropez en août, et leur dit, vous savez, en vérité, hein, ils sont très malheureux. Hein. Oui, tu as raison, à terme. Celui qui ne se rend compte qu'il a que ceci, cela, oui, à un moment, il se pose... Mais pour qu'il la pose la question, il faut qu'il décide de réfléchir. Et s'il ne réfléchit jamais, il vivra bien. Vivons heureux, vivons cachés, c'est pas ça. Hein. Vivons heureux, ne pensons pas. Beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. Mais là, ta place, il kiffe ou pas? Il se pose le matin, il se pose ni la question ni de Kriyat Shema, ni de Averot, ni de Mitzvot, ni de Kashrut, ni de Hercher, ni de machin, ni de... C'est quand même détente. Alors vous avez raison, quand on se pose la question sur le sens de la vie, tout ça, on arrive très rapidement à des conclusions. Mais si tu ne penses pas à tout ça, au fond c'est pas mal, non? C'est là on peut redevenir point de repère. Parce que après, il y a quelque chose qui est du domaine de l'authenticité que l'enfant va percevoir, même si c'est jamais dit. Et c'est ce qui fait que, même si à un moment, dans les mouvements de construction d'une relation, l'enfant se positionne un peu plus près, un peu plus loin, le rapport à la famille, au père, à la mère, l'identité, tout ce que vous voulez. Mais les valeurs, elles sont là. Elles sont là parce que nous sommes véritablement point de repère. Voilà quelques points de réflexion. On va, si vous voulez, passer à vos questions et, comme d'habitude, continuer cette conférence avec ces points, avec les différentes questions que vous avez posées. Allez-y, c'est à vous. Oui. Vous avez dit au niveau des points de repère de l'enfant que parfois il faut en chercher d'autres. Oui. Et que ça aurait l'air d'être un manque d'honnêteté de la part du parent. Oui. Ah d'accord. Oui. Mais c'est pas forcément tout le temps ça. C'est-à-dire qu'un adolescent, justement, il manque de repères. Oui. Il manque de repères parce qu'il se cherche dans la nature des choses. Ben, j'ai essayé de vous expliquer que justement, c'est nous, a priori, qui sommes censés les être. C'est pas nous. Excusez-moi. C'est ce que j'essaie d'expliquer justement, c'est que les points de repère, c'est nous, officiellement. C'est nous officiellement, mais je veux dire, si l'enfant il va chercher des points de repère, c'est toujours le cas à l'adolescence. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ce soir, c'est pas un cours sur l'adolescence. L'adolescent peut être son point de repère et il dit oh j'en ai marre, tu dis des bêtises, je suis pas d'accord, chez l'autre c'est plus simple. Ça c'est l'ado. Ça c'est l'ado dans ses ambiances de construction de sa place, ma place, l'autre, moi, etc. Je t'aime plus, je t'aime terriblement, mais je peux pas te le dire, mais dis-le moi quand même, et quand tu me le dis, je veux pas que tu me le dises. Bon,
normal. Tiens, ma mère vient me chercher à l'école, mais surtout si tu es devant l'école, je dis à tout le monde, c'est pas ma mère, mais si tu viens pas, pourquoi t'es pas venu? Mais je le dirai jamais, mais tu dois le savoir. Voilà, ça c'est l'ado, globalement. D'accord? Plus ou moins. Bon, je vous le fais en rapide. Bon. Ça c'est l'ado. Mais ça n'a aucun rapport. Vous êtes au point de repère, mais le comportement de l'ado, il ne bougera pas. Sinon, après ça, c'est pas rigolo, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, d'ailleurs, vous avez des ados avec qui ça se passe mal à la maison. Enfin, on a l'impression que ouais, c'est le truc. Mais alors, après ça, oui, et mon papa il dit, mon père il pense, et mon père il dit, ma mère il dit, etc. Je dis, waouh. Mais alors, on se dit, attends, t'es fou, quoi. On n'a jamais entendu un truc, mais pas du tout. Vous êtes son point de repère, vous êtes sa référence. Et quand il dit les choses, s'il ne dit pas en votre nom, il les dit quand même en votre nom sans vous citer, etc. Vous êtes son point de repère. Mais alors, dans la relation, de qui toi? Ça, c'est un problème relationnel, ça c'est autre chose, on en parlera un jour. Un mercredi soir, comme ça, il y aura plus de monde. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi, en toute humilité, quand je donne un cours, et j'ai l'impression que ce que je dis, c'est pas complètement idiot, je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de personnes pour l'écouter. Très sincèrement, c'est vrai. C'est un tel bonheur de pouvoir partager des choses dont on pense que ça peut nous faire bouger. Et nous donner, c'est tout. Alors là, je le dis sans ambiguïté. Bien sûr, il y a mon ego surdimensionné qui est là et qui aime bien ça aussi. Mais de manière générale, il y a aussi ça. Donc, la problématique de l'ado qui va être comme ça, on en parlera un autre tour. L'ado. Pas de problème. L'ado, sa vie, son œuvre, c'était étrange, surprenant, incompréhensible, c'est sûr. Mais il peut être l'ado dans toute sa splendeur, et vous êtes son point de référence et son point de repère, aucune ambiguïté. Et ça, vous en rendrez compte plus tard. Mais il y a plein de gens qui le savent déjà aujourd'hui. Ils disent, mais c'est incroyable de voir comment, etc. Et vous dites, quand vous voyez de qui vous parlez. Parce que la relation qui existe entre lui et nous, c'est autre chose. D'accord? Ça doit être très très clair. Hein. Ne confondez pas être point de repère et que ça amène l'ado dans une relation nirvanesque dans laquelle bonsoir papa, écoute, ça me ferait plaisir que nous puissions échanger ce soir sur quelques idées fondamentales sur lesquelles éventuellement j'aurais un point de vue différent. Non, non, si ça se passe comme ça, il faut lui demander qu'est-ce que tu as fumé, quoi. Il s'est passé quelque chose. D'accord? Autre question? Oui. Chacun a sa vision de la vie, mais après il faut quand même aller par rapport à la majorité. Et d'un autre côté, il ne faut pas aller par rapport à la majorité, parce que la mode, etc., c'est un pays, c'est un blanc. Eh bien, ce que vous dites, c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des règles. Et ça, c'est le fruit de votre pensée. C'est-à-dire que vous dites, écoute, tu sais, très sincèrement, au fond, dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire ça. Si c'est la halakha, c'est un autre problème. Après, c'est votre rapport à la halakha, ça vous concerne. Et c'est votre histoire, ça vous... Mais, aujourd'hui, écoute, moi, quand je réfléchis un petit peu, je me dis, qu'est-ce qu'on gagne véritablement à vouloir sans arrêt se démarquer par rapport au temps que l'on gagne, dans lequel on n'est pas obligé d'expliquer aux autres pourquoi on fait différemment, et dans lequel on a le temps de faire véritablement ce qu'on a envie de faire. Mais ça, c'est une pensée parentale intéressante. C'est-à-dire, c'est un parent qui apprend à l'enfant à dire, tu sais, dans la vie, il y a certaines choses, tu as raison. Au fond, si on avait envie d'être totalement nous-mêmes, sur certains points, on ne ferait pas comme tout le monde. Mais ça prendrait tellement de temps, d'énergie pour leur expliquer pourquoi on fait différemment, et ça créerait tellement de choses qu'on laisse tomber, puis on passe à autre chose et on y va. Mais tu as raison. Voilà, là, il a entendu des mots. Là, vous avez dit, là, vous avez montré que vous pensez. Tiens, c'est intéressant quand même. Il ne vous le dira pas, hein. Mais ça pénètre. C'est ça qui est voilà. Donc, mais n'oubliez pas de mettre en mots. N'oubliez jamais, voilà, ce genre de choses. Paradoxalement, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre des enfants. Et là, il y a un échange qui se crée. Là, il y a une parole qui commence à circuler. Et là, ils se rendent bien compte que vous pensez votre vie. Vous la pensez, votre vie. Et même si, comme j'ai dit tout à l'heure, même si vous aboutissez aux mêmes conclusions, mais ce sont des conclusions qui sont le fruit d'une réflexion. Et c'est ça qui pourrait être fondamental. Autre question? Oui. D'accord, mais
une conduite addictive, la drogue, c'était le résultat du manque de repères, une recherche de repères, une recherche de choses? Alors, il y a deux choses. Une conduite addictive n'est pas le fruit de. L'addiction, c'est un système qui s'est mis en place. Par contre, votre question, et je pense que c'est celle-là que vous posez, c'est le point d'entrée dans des univers qui vont conduire par la suite à des conduites addictives. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les modèles addictifs, on est presque dans la chimie du corps. Hein. C'est presque un problème chimique à un moment. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans quelque chose. La personne est prise au piège d'elle-même. D'accord, donc de son addiction. Par contre, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va vers des univers dans lesquels il y aura? C'est relativement complexe. Parce que d'abord, il y a des addictions qui arrivent extrêmement rapidement. La parole addiction, c'est quelque chose qui peut arriver très très vite. Entre le moment où on voit des images et le moment où on est dedans, il faut 15 secondes, pas plus. Si dans les 15 secondes on n'a pas dit stop, on est dedans. On n'est pas dans l'addiction. On est déjà entré dans le système un tout petit peu, donc on peut sortir, sauf si véritablement ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, que là ça devient beaucoup plus complexe. Donc, il y a en effet des addictions qui arrivent beaucoup plus rapidement. Alors, bien sûr, pénétrer dans l'univers de ce qui peut générer des addictions, on va prendre la drogue, c'est lié au fait que d'abord, l'enfant n'a pas appris qu'on pense avant de faire un choix. Et il n'a jamais vu nous dire au fond, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien? Donc en deux mots, nous en tant que point de référence, nous ne lui avons pas appris cela. Donc lui va se contenter juste d'aller vers quelque chose qu'on lui propose. Quand il a entendu déjà une réflexion qui est la nôtre sur le sujet, ou sur un concept qui est égal, donc il sait qu'on peut élaborer aussi une réflexion qui nous est propre. D'accord? Maintenant, il y a bien sûr des situations dans lesquelles il y a des situations familiales dans lesquelles il y a une énorme souffrance chez l'enfant, et donc il va y avoir une fuite dans quelque chose qui va lui permettre de s'échapper d'une souffrance qu'il n'arrive pas à gérer. Donc ça, c'est aucun rapport. C'est les problèmes de TS au bout d'un moment, enfin de plein de choses, d'accord? Et parfois aussi, c'est l'enfant qui n'a pas appris à se libérer de l'emprise du groupe et du système. Ça, c'est le grand classique dans les cours de récré. Hein. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est partout. Hein. C'est sûrement aussi dans cette école, dans ce qui se montre dans ce qui se dit, etc. Et que vous faites. Et là, alors là, moi, je suis... Faites ça chez nous, c'est pas vrai. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir parlé à l'enfant et avoir montré, on avait dit, j'ai servi un assaut. D'abord, si c'est ça, j'ai pas besoin de toi, on me dit sans arrêt. Donc, pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas? Alors, je peux le dire parce que dans la Torah m'a dit. Et puis après, je peux dire parce que c'est pénétré beaucoup trop tôt dans un univers qu'au bout d'un moment, on va créer. Enfin, je vais utiliser un autre langage, suivant l'âge. Point. Mais à un moment, il dit, tiens, c'est intéressant, c'est-à-dire, il y a une réflexion qui sous-tend le fait que. Et donc cette réflexion qu'il va élaborer va l'aider, lui, à un moment à se positionner. Mais s'il est juste en train de se permis de s'interdire, bon, allez, on va faire un petit interdit, hein. C'est comme les copains qui se réunissent, bon, allez, on va faire une petite dose de la shonara. Allez, on va s'installer, donc voilà, c'est... Raoul explique, par exemple, pour le Lashonara, qu'est-ce qui nous empêche de dire du Lashonara? C'est qu'on développe le Chesed. On a vu ça une fois dans un cours, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Plus quelqu'un a envie de donner aux autres authentiquement, moins il peut dire de la Lashonara, parce que comment je peux détruire celui à qui j'ai pas envie de donner? Et l'autre, c'est l'autre, avec un grand et un petit A. Donc je ne peux pas détruire alors que je suis dans une démarche proactive permanente d'avoir envie de donner. Donc vous n'avez même plus besoin d'entrer dans l'univers du permis de l'interdit. Mais si c'est que le permis de l'interdit, ah, c'est que j'ai pas le droit. Non, c'est bon, ma Mishmeret finit dans un quart d'heure. C'est bon, je vais pouvoir y aller. Laissez la ligne de téléphone libre. Vous comprenez? Alors, j'ai pas dit que c'est mal, mais il y a peut-être next. Voilà. Donc, c'est ce qui peut se passer. Au niveau de l'adulte, c'est la même chose. Ce qui fait pénétrer les gens dans des conduites addictives, c'est qu'ils n'ont jamais eu de point de référence et de repère qui leur ont appris que dans la vie, on pense ses choix.
Donc ils sont tiraillés entre leurs désirs et le fait qu'ils ont un savoir de l'interdit, et puis c'est énorme, c'est très compliqué. Et si c'est l'expression d'une démarche dans laquelle on sait pourquoi, et on a décidé d'y réfléchir, mais pourquoi je ne veux pas, ou pourquoi la Torah m'a dit non, à ce moment-là, les choses sont radicalement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec, mais il y aura un mouvement, c'est sûr. D'ailleurs, tout le travail qu'on fait en thérapie, et qui n'est pas nécessairement basé sur le modèle des alcooliques anonymes, il est basé là-dessus. Il est basé là-dessus. Sur apprendre à élaborer une réflexion, sauf dans des cas lourds où là, en effet, on est obligé d'utiliser des techniques de TCC, autre chose, pour pouvoir les sortir des trucs, quoi. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais bon, ça, c'est des cas lourds. Oui. Autre question. On a encore un quart d'heure, hein. Moi, j'ai pas de bonus dans le DVD, donc... Enfin, je peux si vous voulez, mais... Oui. Quoi qu'il en soit, si les adolescents et les enfants, ils rencontrent des difficultés, est-ce que ce serait pas après, dans la vie, quand même, ils doivent les vacciner de certaines façons positives, soit ils utilisent la Torah, soit ils font de la musique, soit ils font de l'art, soit... Il est obligé d'évacuer à un moment, là, on ne peut pas rester complété. Donc, ce serait pas une idée, dès l'enfance, de lui apprendre à canaliser dans des choses un peu plus intéressantes pour que soit dans la vie il est pas bien, et dans la droite, il ira vers... Ah, d'accord, d'accord. Donc là, vous ouvrez sur la base de... Vous ouvrez dans un autre univers votre question. Donc, on n'est plus dans la problématique des peintres pères, d'accord, j'entends votre question, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Hein, alors, est-ce qu'on n'a pas l'intérêt donc de donner à un enfant ce qu'on pourrait imaginer comme étant des dérivatifs? Alors, ce qui est sûr, c'est que si ce sont des dérivatifs, c'est pas bon. Parce qu'un dérivatif, c'est au fond une aspirine pour guérir une maladie grave. D'accord? Donc ça apaise à un moment, mais ça n'agit pas sur... on ne fait pas ce qu'on appelle tikkun shoresh, un traitement de racine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que apprendre à un enfant que la tension qu'il a à l'intérieur de lui, qui peut l'amener à, peut s'évacuer autrement qu'à travers telle et telle chose, ça c'est un point positif, c'est sûr. Par ailleurs, donner à l'enfant les moyens d'être heureux parce qu'il exprime un potentiel dans un univers qui n'est pas l'univers classique est un élément équilibrant, c'est évident. Donc le gosse qui n'est pas doué pour la musique, ne lui fait pas de musique, c'est un crime. Le gosse qui est une nullité au foot, ne le mettez pas dans un club de foot. Et si vous avez toujours fantasmé de devenir pianiste virtuose et vous voulez faire devenir votre fille pianiste virtuose à votre place, ben si ça ne vous dérange pas, allez voir un psy, réglez le problème que vous avez avec votre passé et laissez-lui être, elle, au contraire, faire de la poterie. Parce que c'est son truc, elle. Mais c'est sale, c'est pas beau, et ça s'expose pas. Et dans un CV, fait de la poterie, ça fait moins de classe que joue la sonate en ut majeur de Brahms. D'accord? C'est-à-dire, elle a envie de s'acheter une machine à coudre pour apprendre à... Faites-la, laissez, voilà, c'est cet écho, là, cette résonance. C'est ça qui est génial. Et là-dessus, donc, nous, en tant que parents, c'est souvent l'erreur qu'on fait, hein. On les oriente vers quelque chose qui, pour nous, va les épanouir. Parce que pour nous, on aurait kiffé le faire. D'accord? Viens, tu vas faire du Krav Maga. Parce que nous, on a toujours été dans l'angoisse quand on se promenait dans la rue. On bossait. Qu'est-ce que tu veux lui faire du Krav Maga? Il va y aller parce que c'est rigolo, ça crie, ça tape. Mais cette notion-là. Et donc, c'est pour ça que parfois, certains enfants leur fait faire plein de trucs. Mais ça ne sert à rien. Parce que tout simplement, il n'y a pas cette résonance qui s'exprime. Et il y en a un, ce qu'il aime, c'est écrire des poèmes. Arrête d'écrire sans arrêt des poèmes. Mais laisse-le écrire ces poèmes. C'est là où il se retrouve. Il regarde ce qu'il a écrit, il re-regarde, il est content. Il est content, il est heureux. Un poète, au moment où il écrit une poésie, il est heureux. C'est écrire un compliment, ce genre de choses. Vous le regardez, mais c'est quoi ça? Laisse-moi, ça c'est moi. Voilà, là, il y a cet écho, là, il y a cette résonance. Et c'est sûr que, donc, là-dessus, il faut être
Il faut être ouvert. Alors, il faut comprendre que parfois, ce qui est le désir de l'enfant, c'est le désir d'imiter ceux qui font la même chose. Mais, c'est parfois, il faut lui dire, dis-moi, est-ce que tu es heureux quand tu fais ça? Est-ce que vous vous posez dans vos couples cette question? Est-ce que tu es heureux quand tu fais ça? Posez la question. Ce serait intéressant d'entendre la réponse. Et à partir de là, mais qu'est-ce qui te rendrait heureux? Posons la question, quels sont les moments dans lesquels on est heureux? Quand on écrit une poésie, qu'on a fait un gâteau, quand on a gagné une victoire, ça tout le monde est heureux quand on a gagné une bataille contre nous-mêmes, c'est sûr, c'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Allez-y, posez-vous la question. Et ça peut être sur des trucs banals. Quand j'ai réussi mon maquillage parfaitement, non, ça peut être simple. C'est pas nécessairement des réalisations, des machins, des trucs, ça peut être des trucs, mais l'on dit d'accord, ben ouais, je suis heureux. Je suis heureux. C'est marrant. Ben attends, je suis heureux. Et c'est ça qui... Et au passage, si nos enfants nous voient aussi là-dedans, alors ça leur donne cette liberté aussi. D'accord? Là, on ouvre sur un sujet qui moi, me passionne, parce que je pense qu'il y a des mots qu'on n'a plus envie d'utiliser, il y a des mots qu'on a peur de dire, il y a des émotions qu'on a peur de ressentir, parce que... Moi, je me rappelle avoir vu un grand Rosh Yeshiva, qui se trouve être quelqu'un dont je suis très proche, parce que faisant partie de la famille, qui en se promenant dans les Alpes, chantait, ou adorait entendre chanter les airs de Yom Kippour. T'es heureux. Marcher et entendre des airs de Yom Kippour. Quel rapport il y a entre les Alpes, la marche et les airs de Yom Kippour? On n'en sait rien. Il était heureux. C'est tout. Et ne vous posez pas la question. Et ça, c'est ce qui construit quelqu'un d'équilibré. D'accord? Autre question? On revient au repère. Oui. Si j'ai bien compris, la relation entre un repère ne fait lutter qu'entre parents et enfants, entre grands-parents et enfants, danger? Non, pas du tout. Quand les parents n'arrivent pas à être, les grands-parents peuvent le devenir. Mais les grands-parents ne s'imposent pas. Cela s'impose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont retrouver dans leurs grands-parents le repère dont ils ont besoin, parce que, justement, tous les éléments dont on a parlé précédemment sont présents. Cette ouverture, cette pensée, la capacité à un moment d'élaborer sa propre réflexion, le travail d'acceptation, enfin toutes ces choses-là, oui, ils peuvent le devenir. Ils peuvent le devenir quand malheureusement, pour une raison ou une autre, les enfants de ses parents n'ont, de par leur choix, n'ont pas voulu à un moment... Parce que le choix, il reste. Hein. Comment par la suite on va construire son quotidien? La liberté, elle reste. Donc parfois, en effet, les grands-parents peuvent le devenir. Mais souvent, vous constaterez que les parents sont aussi repères de la même manière que les grands-parents, mais la relation que les enfants ont aux grands-parents n'est pas la même que celle qu'ils ont avec les parents. Parce que justement, la relation... D'accord? Parce que organiser une relation entre des parents et des enfants de manière épanouie, c'est quelque chose qui s'élabore, qui se construit. Donc le fait qu'il y ait une forme de proximité plus importante par rapport aux grands-parents ne veut pas dire pour autant que les parents eux-mêmes ne sont pas des points de repère, mais dans la relation, dans l'échange, il y a en effet une facilité à être. Car parfois, on s'en rend compte, hein, que le grand-parent dit au fond exactement ce que le parent aurait pu dire. Mais ce que l'enfant ne veut pas entendre de la part du père, il a envie de l'entendre du grand-père. C'est tout. Mais parfois c'est du copier-coller. Parce que justement il y a cette distance, parce qu'il n'y a pas cette tension liée à la proximité trop importante. Ça veut dire pour autant que les repères entre parents et enfants soient délicates, soient mauvaises. Il peut très bien avoir des repères identiques entre parents et grands-parents. Bien sûr, mais néanmoins l'enfant va se tourner plus vers le grand-parent. Parce que justement avec lui la relation c'est plus simple. Et je vais vous dire, parfois on ne dit pas certaines choses
Parce que quand on va les dire, l'enfant dira non. Pourquoi? Parce que c'est nous. Donc il faut ne pas les dire et laisser les dire les choses par le tiers qui lui-même dira la même chose que nous, peut-être différemment, et auquel l'enfant pourra aller. Parce que quand l'enfant a dit non sur ça, vis-à-vis de nous, même s'il entend une autre parole à laquelle il serait prêt à adhérer, il ne peut pas y adhérer parce que ça voudrait dire qu'il nous donne raison. Donc parle pas, tais-toi. Laisse l'autre le dire. Et ça c'est, on parlera ça si vous êtes dans un cours sur l'adolescence. Parfois, on mourrait et on fait cette erreur. Ouais, c'est exactement ce que je t'ai dit. Si on dit ça, ça y est, on a tué le truc. Non, c'est pas du tout ce que tu as dit. Et non, on insiste. Mais le ribono chalolam, il t'a dit non, c'est pas ce que tu as dit. Oh, oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas dit. J'ai dit quelque chose complètement contraire. C'est sûr. Au Hachem, il a entendu ce que l'autre a dit. Ce que l'autre a dit, c'est exactement ce que j'ai dit, mais il a décidé que je l'ai pas dit. Mais c'est très bien. Parce qu'en vérité, il veut y adhérer. Mais je peux pas adhérer parce que c'est toi qui l'as dit. Donc si c'est toi qui l'as dit, j'y adhère pas. Mais le problème, c'est que l'autre, il l'a dit, j'ai envie d'y adhérer. Je fais quoi? Mais tu l'as pas dit. Et quand il nous dit ça, ça veut dire qu'il dit, mais je t'en supplie, bloque pas le système, quoi. Donc le mieux, c'est de pas le dire. Et de même pas valider. Ah, tu sais, il m'a dit, c'est intéressant. Je suis content d'entendre ça. Oh là là, l'erreur totale. Oh, je vois, on mange pas ce soir. Surtout que, voilà, ça devrait être moi le père. Laisse tomber. Qu'est-ce qui va, c'est que ton fils y grandisse? Laisse-le grandir. Ah, mais ça serait à moi d'eux. C'est quoi cette histoire? C'est un peu d'orgueil. Est-ce qu'on s'en moque? T'es pas son point de repère duquel il entend maintenant, même si c'est ton repère, même si tu es repère. Mais il peut pas, il est dans son adolescence, dans sa révolte, dans son positionnement, dans ce que tu veux. Ah, mais il y en a un autre qui a toujours écouté de moi, top, parce que chaque enfant est différent dans la même famille, avec la même ambiance. Il y en a, il peut entendre du père, il ne fait qu'entendre du père, l'autre, il ne fait surtout entendre du père. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, je sais quand même. Mais on ne va pas en parler maintenant. Puisque l'objectif, c'est qu'il a entendu une parole. Mais attends, c'est essentiel. D'accord? Il n'y a pas un problème qu'il n'ait pas entendu de son propre père. Parce qu'on parlait du positionnement du parent, justement. Et là, est-ce que vous avez mis en contradiction sur le fait de l'absence du positionnement? Il l'a entendu, mais il ne veut pas entendre de la part du parent, parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, parce que c'est un problème dans la relation. C'est dans la relation que se situe la difficulté. Donc en vérité, le parent reste son point de référence. Est-ce qu'il a entendu de la parole parentale? Il l'a entendu. Et la preuve, c'est qu'il va la valider en l'entendant d'un autre. Mais il ne veut pas dire officiellement que parce que ça vient de moi. C'est tout. Mais c'est évident quand l'univers des relations va s'apaiser, quand on aura réglé les problèmes qui empêchaient que, à ce moment-là, ça se passera de manière beaucoup plus tranquille et calme. Et il pourra en effet, à ce moment-là, reprendre en effet notre propre parole en direct. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se séparer. Je vais vous dire Leila Tov, Shabbat Shalom, puisque là vraiment on est à Shabbat. La prochaine conférence aura lieu Bezrat Hashem un mercredi, donc voilà. Non mais la raison pour laquelle j'ai fait jeudi, c'est très simple, c'est que demain je fais un Shabbat plein à Lausanne. Et c'est vrai que c'était quand même techniquement plus simple de venir jeudi et de partir demain à Lausanne plutôt que de faire aller-retour, et puis pour d'autres raisons aussi. Donc voilà. Donc, le Shabbat plein à Lyon. Vous avez, pardon? Quand le Shabbat plein à Lyon. Le jour où on m'invite. Donc, plein de bonnes choses à vous et à la prochaine.